Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes le mardi 6 décembre 2022 et je vous avoue que ça fait 10 minutes que j'éprouve un trac monumental parce que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait d'émission en direct et donc là c'est un peu je me lançais de nouveau dans le bain alors que j'ai le trac épouvantable. Je suis avec vous jusqu'à 19h. Donc, comme je vous le disais, je n'ai pas fait d'émission en direct depuis peut-être un mois et demi, tout simplement parce que je suis entrée dans un tunnel d'épuisement et un peu de dépression. Et donc, c'est un peu dur de m'en sortir. Mais c'est pour ça que j'avais envie de replonger dans le direct parce que c'est quelque chose qui donne beaucoup d'énergie. Lilou en est un témoin formidable d'ailleurs. Donc je fais un gros bisou à Lilou, à Mireille, à Jean-Baptiste et à Diane parce que ce sont les 4 personnes que j'ai appelées aujourd'hui pour me donner du courage pour recommencer ces émissions en direct. Alors, comme vous voyez dans la bannière qui est en train de défiler, eh bien j'ai préparé une série d'émissions sur l'ukraïnisme. L'ukraïnisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ukraïnisme? Eh bien, c'est la même chose que le covidisme, c'est-à-dire l'imposition par la propagande médiatique et gouvernementale, l'imposition d'un narratif, d'une orthodoxie, d'une propagande sur le conflit qui est en train de se passer actuellement en Ukraine, conflit qui oppose le gouvernement de Kiev au gouvernement de la Russie. Voilà, ça c'est l'ukraïnisme et c'est la même chose que le covidisme parce que ça repose sur la même propagande, les mêmes mensonges, les mêmes omissions. Et donc, comme mon métier, c'est d'être professeur en documentation et que j'adore l'histoire, eh bien, depuis le début de l'opération spéciale en Russie, en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, je me suis énormément documentée et j'avais envie de vous faire partager les informations que j'ai pu engranger depuis février 2022. Mais j'avais envie de le faire d'une manière un petit peu particulière et c'est ce que je vais vous expliquer après le générique, parce que vous savez, il y a toujours quand même un générique dans les émissions de Julie et Lilou. Alors, ce générique, eh bien, il va être un petit peu différent de toutes les chansons et de tous les clips que j'utilisais jusqu'à présent. Et je vous le laisse découvrir tout de suite et on se retrouve après.
rebonjour. Alors, j'espère que vous avez compris que ce générique nouveau dans les émissions que je fais sur les pages de Julie et Lilou, donc ce générique, eh bien, c'était l'hymne national de la Russie. Donc, je ferai une émission un peu plus spécialisée sur l'histoire de cet hymne national, mais sachez déjà que c'est la musique, c'est la musique de l'hymne de l'Union soviétique, et après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, eh bien, la Fédération de Russie a repris la même musique, mais simplement les paroles ont été changées. Alors, donc, ces émissions s'appellent Voix dissidentes contre l'ukraïnisme. Et je le redis, donc l'ukraïnisme, c'est la même chose que le covidisme, c'est-à-dire l'imposition d'un discours officiel, gouvernemental et médiatique sur un événement. Alors, l'événement dont il s'agit, vous ne pouvez pas l'ignorer, c'est le début, le 24 février 2022, de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, ou plutôt dans l'est de l'Ukraine. Alors, pourquoi je voulais faire des émissions sur l'ukraïnisme? Parce que j'ai remarqué depuis le début de cette opération spéciale qu'il y avait exactement les mêmes mensonges que sur la pseudo-pandémie de Covid depuis mars 2020. Et la façon dont j'ai voulu vous présenter des voix dissidentes, vous présenter des voix hétérodoxes, qui contrarie justement ce discours gouvernemental, eh bien, c'est en vous faisant connaître des personnalités francophones, donc ça peut être des personnalités françaises, belges, suisses ou canadiennes, en tout cas francophones, et des personnalités qui vous donnent une autre explication, un autre discours que celui que vous entendez dans les médias, si jamais vous regardez encore les médias, depuis le 24 février 2022. Et aujourd'hui, la première personnalité que j'ai choisie, eh bien, vous le voyez à l'écran, c'est un monsieur qui s'appelle Piotr Tolstoï. Alors, rien qu'avec son nom, vous devez vous dire, mais il n'est pas franchement français, ce monsieur. Non, il n'est pas français, bien sûr, il est russe, mais il est francophone, c'est-à-dire qu'il a appris le français et il le parle très bien. Donc, ce monsieur, Piotr Tolstoï, eh bien, il est actuellement, il est vice-président de la Douma d'État en Russie. Donc, la Douma d'État, c'est la même chose que le Parlement en France, ou plutôt, c'est la même chose que la Chambre des députés. Ça s'appelle la Chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Russie. Et donc, lui, il est député depuis 2016. Et le bâtiment que vous voyez en bas à gauche, c'est justement la Douma d'État, donc à Moscou. Donc, monsieur Piotr Tolstoï, il est vice-président, il est député bien sûr, et il est vice-président actuellement de la Douma. Et je vais vous donner un petit peu son parcours. Donc c'est un homme qui est né le 20 juin 1969 à Moscou, ce qui veut dire qu'il a 53 ans, et il est l'arrière-petit-fils de l'écrivain Léon Tolstoï. Donc, Piotr Tolstoï, il a d'abord été journaliste et animateur de télévision, et il a été directeur adjoint des programmes d'une société de télévision russe qui s'appelle Pervy Canal, de 2009 à 2016. Et puis, à partir de 2012, il s'est lancé dans la politique, et donc il est devenu successivement secrétaire de la section régionale de Moscou du parti Russie Unie. Donc le parti Russie Unie, c'est un parti plutôt classé à droite, qui a été dirigé à la fois par Vladimir Poutine, puis actuellement par Dimitri Medvedev. Et donc, il a été secrétaire donc de la section régionale de Moscou, et ensuite il a été membre de la chambre civique de la Fédération de Russie jusqu'en 2014. Et puis, à partir donc de 2016, là, il s'est présenté en tant que député, et puis il a été élu, et donc il est vice-président de la Douma. Il a été aussi, entre 2017 et 2022, il a été aussi chef de la délégation de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est pour ça que je vous ai mis la photo du bâtiment en bas à droite. C'est donc le bâtiment du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il faut bien différencier le Conseil de l'Europe. Ce n'est pas du tout la même chose que la Communauté européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est un conseil qui regroupe les 47 dirigeants de 47 pays européens. Mais ces pays ne sont pas forcément dans la communauté, dans l'Union européenne. Donc, Piotr Tolstoï a été donc d'abord chef de la délégation des députés russes à l'Assemblée parlementaire, et puis entre 2020 et 2022, il a été donc vice-président de cette Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui donc regroupe, comme je vous le disais, 47 pays.
Alors, ce qui est intéressant avec Monsieur Tolstoï, que j'ai découvert donc depuis février 2022, puisque j'ai fait énormément de recherches pour comprendre ce qui se passait donc dans l'est de l'Ukraine. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit déjà, il a commencé sa carrière comme journaliste, donc il a une certaine approche des faits, de la vérification objective des faits. Et puis, en même temps, c'est un patriote. Et puis, il est parfaitement francophone. Voilà. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant pour vous le faire connaître. Alors, l'émission que nous allons faire ensemble jusqu'à 19h, eh bien, elle va se composer de la sorte. Je vais vous passer 3 extraits d'exposés ou d'entretiens ou de débats que Piotr Tolstoï a eu avec des personnalités françaises. Et vous allez donc entendre sa voix vous parler des événements de l'opération spéciale militaire en Ukraine et surtout des causes de cette opération spéciale. Donc, vous allez entendre sa voix dissidente, justement. Et ce qui est formidable avec cet homme, c'est que, comme il parle parfaitement le français, donc il est parfaitement capable de riposter aux arguments ou aux pseudo-arguments des personnes qui sont en face de lui. Donc, j'ai sélectionné 3 extraits d'exposés ou d'entretiens avec Piotr Tolstoï, le premier en 2019 et les 2 autres en 2022. Chacun de ces extraits dure à peu près 25 minutes. Et donc, vous allez d'abord écouter sans interruption le premier extrait, et ensuite, je reviendrai pendant à peu près 10 minutes, je reviendrai sur certaines choses que Piotr Tolstoï a dites dans son exposé, et je vous montrerai des documents qui corroborent ce qu'il dit. Ensuite, je vous passerai les 2 autres extraits, et puis nous terminerons par, nous terminerons par un extrait qui a été assez récent, c'est-à-dire que Piotr Tolstoï a été interrogé sur la chaîne, sur le Merdia BFM TV, et là, franchement, c'est un pur bonheur de le voir riposter aux omissions et aux arguments fallacieux des journalistes français. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter un document, donc l'extrait d'un débat qui s'est passé dans un organisme qui s'appelle le dialogue franco-russe à Paris. Et ce dialogue franco-russe, c'est une association qui existe depuis plusieurs années. Et donc, le but de cette association, c'est de privilégier le dialogue entre les Français et les Russes. Et donc, Piotr Tolstoï a été invité à plusieurs reprises dans cette enceinte. Alors, l'extrait que je vais vous présenter, il date du 28 mai 2019. Et Piotr Tolstoï, il a été invité avec un chroniqueur, un journaliste français, un chroniqueur au Figaro. Et j'ai fait un montage pour que vous entendiez le plus souvent Monsieur Tolstoï, mais à un moment donné, vous allez entendre comment parle le journaliste et comment il lui pose une question. Voilà. Donc, cet extrait-là, il dure à peu près 25 minutes. Et puis, quand il sera terminé, eh bien, je reviendrai sur certains faits que M. Tolstoï a dit et je vous montrerai des documents donc, qui corroborent ce qu'il dit. Sans plus attendre, donc, nous sommes le 28 mai 2019 au dialogue franco-russe à Paris et évidemment, nous allons parler de ce qui s'est passé dans l'Est de l'Ukraine. Bonsoir. On est très heureux de la part du Dialogue franco-russe de vous accueillir ici dans cette magnifique salle du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe. Et on remercie M. Kadyshev, je le cherche dans la salle, voilà, il est là, pour nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui dans le cadre de notre 15e anniversaire. Donc, nous célébrons cette année le 15e anniversaire du Dialogue franco-russe. Avant de présenter nos chers amis aujourd'hui, je voudrais vous inviter à nous joindre en tant que membre du Dialogue franco-russe. Nous sommes ouverts à tout le monde, vous pouvez nous suivre. Et on a préparé une série de différentes rencontres avec des personnalités qui vont vous parler des sujets complètement différents dans les domaines qui nous interrogent tous les jours. Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir tous les jours au Dialogue franco-russe. Voilà. Et là, je suis heureuse d'inviter sur cette scène notre coprésident russe, M. Sergueï Kadosonov.
Oui, je disais que j'avais tellement de trac en préparant cette émission que j'ai commencé par faire une petite erreur de fichier vidéo. Donc, ce n'est pas le bon fichier vidéo que je voulais vous présenter parce que ça, c'est le débat intégral qui a eu lieu le 28 mai 2019 au Dialogue franco-russe. Et moi, j'ai fait un montage justement beaucoup plus court. Et donc, c'est celui-là que je vais vous présenter. Donc, je suis désolée pour l'erreur, mais c'est parti tout de suite. Retour sur le Donbass, désolé. Sur l'intervention de troupes russes. Le général Gomard, qui s'occupait des services secrets de l'armée, a été interrogé à l'Assemblée nationale par la Commission de la Défense, en mars 15, à peu près, je crois. C'est dans le journal officiel, et il a bien démenti qu'il y ait de l'armée russe dans le Donbass. Malheureusement, la presse française n'en a pas fait état. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, les troupes russes en tant que telles ne sont pas intervenues. Il y a des volontaires russes qui sont intervenus, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas eu de troupes russes. Vous allez répondre sur le Donbass, et aussi sur la Crimée, ou sur ce que vous voulez. Oui, merci beaucoup. J'en profite pour être peut-être moins diplomatique et pour dire les choses comme ils sont. À mon avis, je suis tout à fait d'accord pour les erreurs stratégiques, mais il faut aussi voir que malheureusement, les Européens d'aujourd'hui, les politiciens qui prennent des décisions aujourd'hui, ils n'avaient pas dans la tête la complexité du pays tel qu'il était l'Ukraine. Je parle souvent avec mes collègues parlementaires européens qui disent bah, il a toujours été indépendant l'Ukraine. Eh ben non. À partir de 91, c'est la Russie qui a assuré l'indépendance de l'Ukraine, surtout l'indépendance économique. Et à mon avis, la faute aussi, c'est considérer M. Yanukovych comme un président pro-russe. Il était pro-russe, mais comme tous les Ukrainiens et toute l'élite ukrainienne qui aujourd'hui est en train de partir, il pensait que le mieux pour l'Ukraine, c'est d'avoir très bonnes relations avec la Russie, les dotations pour le prix de gaz, avoir des liens très étroits et en même temps avoir l'association avec l'Europe. Donc, qu'est-ce que ça donnait en résultat? Nous, avec l'Ukraine à l'époque, on n'avait pas ni la douane ni rien du tout. Et donc, tous les biens, toutes les valeurs qui ont été produits en Europe, automatiquement regagnaient le marché russe de 140 millions des consommateurs, sans aucune taxe, sans rien. Évidemment, les idées des Européens qui ont négocié l'association avec l'Ukraine, c'était que non, on ne négocie pas avec les Russes, ils sont difficiles. Hein, avec les Ukrainiens, on négocie parce qu'ils sont faciles. C'est comme les Tchèques, mais plus grands. Et on va les forcer à signer. Et donc, à cause de ça, donc, à mon avis, c'est ça la responsabilité de l'Europe, c'est en connaissance de l'histoire, c'est la manque d'éducation, malheureusement, c'est cette volonté de vendre le rêve européen à n'importe quel prix. Et le prix, on en connaît, c'est des centaines de milliers de morts en Ukraine. Et donc, par rapport à l'histoire que a raconté mon collègue, j'ai juste une chose à rappeler, c'est que les 3 ministres des Affaires étrangères européens, M. Steinmeier, M. Fabius et M. Sikorski, ils ont donné les garanties, pas de leur nom, du nom de l'Union européenne. Ils ont donné les garanties au président légitime de l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti pour le week-end. À mon avis, c'est ça la vraie histoire de la politique d'aujourd'hui, souvent de la politique des leaders européens. Malheureusement, nous en Russie, on considère que c'est les 3 ministres, ils sont les menteurs. C'est mauvais de le dire, mais c'est comme ça.
Et c'est leur garantie qui valait rien, finalement. Voilà. Bon, et ce qui concerne les accords de Minsk, on espère toujours que l'Ukraine trouvera la force de commencer à appliquer le premier point des accords de Minsk. Pour les accords de Minsk, il faut aussi comprendre que souvent en Occident, on confond les choses. Les accords de Minsk ont été signés entre Kiev et les indépendantistes de l'Est de l'Ukraine, de la région de Donbass. La Russie, la France et l'Allemagne sont les 3 pays qui ont garanti l'application des accords de Minsk. Donc quand on accuse la Russie de ne pas appliquer les accords de Minsk, c'est un mensonge et ça fait partie des clichés qui sont aujourd'hui dispersés à l'Occident et qui nous empêchent d'avoir un dialogue normal. Ce qui concerne les accords de Minsk, on espère toujours qu'on va les appliquer tôt ou tard, mais je peux vous dire que le fait que les Britanniques et les Américains ne veulent plus être associés à cette affaire, c'est un signe que c'est une affaire qui ne marche pas, parce qu'à toutes les choses qui marchent, ils s'associent très vite. Et les Européens, même si l'Allemagne et la France pensent qu'ils peuvent les empêcher, ils ne les empêchent jamais dans l'histoire. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ils ne veulent plus. Ce qui concerne Donbass, je suis d'accord que c'est une faute. Il fallait aller plus loin. Ouais. Il fallait aller plus loin parce que moi, j'ai une partie de ma famille d'origine ukrainienne. Je considère qu'on est le seul peuple, le même, avec certains nombres de différences de la langue et des différentes chansons. Mais j'en suis sûr et certain que l'Ukraine n'a aucun futur sans la Russie, que le rêve vendu par les Européens aux Ukrainiens, le rêve de l'Europe, aujourd'hui irréalisable. Aujourd'hui, il est irréalisable même pour l'Europe, parce que vous savez bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec tous ces rêves. Mais on verra bien pendant les élections. Mais bon, et pour les Ukrainiens, on les a mis dans une piège qui, pour l'instant, rend leur vie vraiment très difficile. La seule solution de ce conflit, c'est le retour à zéro. Et il faut rebondir les relations, comme les relations entre la Russie et l'Union européenne, ainsi que les relations entre la Russie, l'Ukraine, sans ou avec l'Union européenne. Ça dépend si l'Union européenne, à ce moment-là, va exister. Mais on a le temps pour ça, on verra tout ça dans les années qui viennent. Je ne sais pas si ça serait dans 10 ans, dans 20 ans. Mais ce qui pour nous est clair, pour les Russes, je veux dire, c'est ce que je dis, c'est pas quelque chose d'exotique, c'est la majorité de mes compatriotes en pensent, c'est que malheureusement, il ne faut jamais croire à des promesses que nous donnent nos partenaires européens. Il ne faut pas les croire parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas la chose la plus importante, à mon avis, pour tenir les promesses. Elle n'a pas la souveraineté. Et donc, sans ça, on peut toujours être bon en promesses, mais jamais on peut les réaliser. On ne peut pas les réaliser. Voilà, donc je ne veux pas être long, c'est pour ça que je repasse le ballon, si je peux dire. Alors, mais là, on va évoquer ça en 1 minute pour avancer sur les autres choses que j'ai dites. Évidemment, avec l'Ukraine sont arrivées une série de sanctions. Donc moi, je parle en mon nom, hein, je ne représente pas le gouvernement français. Alors, comme j'ai écrit dans mes éditoriaux, mes chroniques du mardi, ce que j'en pensais, j'ai pensé que, selon moi, c'est une politique contre-productive. Ça n'a aucune chance de marcher. C'est comme de ne pas avoir d'avoir déchiré le contrat des bateaux de logistique militaire qu'on vendait à la Russie
Ça n'aurait rien changé, évidemment, à l'équilibre stratégique entre l'Ukraine et la Russie, puisque la Russie, évidemment, est 15 fois plus fort que l'Ukraine. Donc moi, personnellement, je ne suis pas favorable aux sanctions parce que je pense qu'elles sont contre-productives. Elles ne font pas progresser le dialogue. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'elles ne l'ont pas fait progresser depuis 2014. Et je crois, en fait, je l'ai écrit, mais je voudrais avoir votre avis sur les sanctions très brièvement. Je crois que c'est un peu illusoire de croire qu'on va faire changer la stratégie d'un pays comme la Russie, d'un pays qui, quand même, il faut se souvenir, a résisté pendant 1000 jours au siège de Leningrad par l'armée allemande. Je crois que c'est un tout petit peu illusoire de croire qu'on va pouvoir faire changer la stratégie de ce pays par des sanctions commerciales. Mais quel est votre avis, mon cher Piotr ? Merci beaucoup. Ce qui concerne les sanctions, nous, on est sûr et certain que les sanctions que nous avons aujourd'hui, c'est pour longtemps. Ce n'est pas pour 1 an, pour 2 ans. C'est pour les décennies à venir. En fait, la Russie, dans son histoire, était toujours sous les sanctions. Comme l'URSS était sous les sanctions, la Russie, aujourd'hui, est aussi sous les sanctions. Je peux dire une chose, c'est que ces sanctions-là, ils ne sont pas décidés par des Européens. C'est les sanctions exterritoriales des États-Unis. Les Européens, ils n'ont aucun choix. Même si demain, M. Macron ou Mme Merkel va décider d'enlever les sanctions, ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est ça, pour la question de souveraineté, pour la prise des décisions, j'en suis sûr et certain qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas la liberté de prendre les décisions de ce genre-là. Les sanctions contre la Russie sont expliquées par le fait que la Russie a violé le droit international. Et c'est qui nous rapproche ça? C'est des Américains ou des Européens? On dit oui, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Nous, on a les valeurs. On a les valeurs, l'Europe. Et vous, les barbares, vous n'avez pas les valeurs. Eh bien, on a vu vos valeurs. En Serbie, il y a 20 ans, quand il y avait le bombardement de l'OTAN dans le pays souverain. On a vu vos valeurs un peu partout, en Afghanistan, en Irak, en Libye. On a vu les valeurs quand on a rapproché les bases de l'OTAN à nos frontières, contrairement aux accords qui ont été signés au moment de la réunification d'Allemagne. Aujourd'hui, ne pas reconnaître la Crimée, c'est comme si aujourd'hui la Russie dit ah, on ne reconnaît pas l'Allemagne. On revient à DDR et l'Allemagne de l'Ouest. C'est une stupidité. Et malgré tout ça, les sanctions, je répète, on n'a pas d'illusion, les sanctions vont rester. Les conséquences, 2 mots sur les conséquences. Donc il y a la croissance d'échanges commerciaux avec des Américains. C'est bizarre, hein? Avec les sanctions. Les Américains achètent plein de choses en Russie, notamment les moteurs pour les missiles, etc., plein d'équipements qu'ils ont besoin. Et quand ils ont besoin de faire un business, ils enlèvent une partie de sanctions sans le dire à l'Union européenne, évidemment. Et ils achètent et ils font les affaires. Donc, nous, la Russie, au niveau de notre économie, on a la croissance avec les États-Unis. Et on a 450 milliards d'euros de la baisse avec l'Union européenne. Qui a perdu à cause de ces sanctions? Ce n'est pas les Américains, à mon avis. C'est l'Europe qui perd aujourd'hui les places de travail, la possibilité de faire un commerce et surtout, ce qui est important, l'Europe aujourd'hui perd sa place sur le marché russe. Parce que vous ne croyez pas que la Russie, c'est un désert où il y a les ours avec les balalaïques. Il y a les gens qui veulent faire le commerce avec la Russie et qui arrivent en Russie. Et ce n'est pas que les Chinois, hein. Il y a plein de pays qui aujourd'hui, ils sont venus, ils ont pris la place des Européens sur le marché alimentaire, sur plusieurs marchés de l'économie russe.
les Européens ne vont plus revenir sur ces places-là. Ils ont perdu. Et le problème aujourd'hui, c'est que comme par exemple pour la France, comme presque toutes les compagnies françaises ont des Américains, soit au conseil des directeurs, soit ils ont les compagnies, comme on appelle ça en français, les compagnies filles, enfin les compagnies associées avec leurs boîtes qui travaillent aux États-Unis. Voilà, excusez-moi pour la manque de... donc, ils n'ont pas la liberté de prendre telle ou telle décision au niveau des échanges économiques. Il n'y a aucune liberté. Il ne faut pas faire d'illusions. Donc, à mon avis, il faut être tranquille. Il faut comprendre que les choses telles qu'elles sont. Et pour l'instant, c'est ce que je peux dire, c'est que les gens en Russie, ils comprennent que ce n'est pas demain que ça va changer. Il faut travailler là-dessus, mais il vaut mieux développer notre économie. OK, sans l'Europe, on va le développer sans l'Europe, avec les États-Unis qui gagnent de l'argent. Merci. Il faut que je pense à remettre le micro. Donc, je fais une pause dans cette partie du débat entre Piotr Tolstoï et le chroniqueur du Figaro pour donc faire quelques petits rappels historiques pour que vous compreniez mieux le contexte de ce qu'il a dit. Donc, je vais vous montrer quelques cartes, puisque j'aime bien les cartes. Non, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Voilà, c'est comme ça. Alors, ici, donc, quand Piotr Tolstoï parle de la Russie et de l'Union européenne, donc vous voyez dans cette carte le rapport des forces sur le continent Eurasie. Vous voyez le rapport des forces entre, effectivement, le bloc occidental. Donc, le bloc occidental, c'est des pays d'Europe de l'Ouest qui sont liés avec les États-Unis d'Amérique, et puis donc la Russie. Donc ça, c'est une carte qui date à peu près du début du XXIe siècle. Et vous voyez donc tout ce qui est en bleu, donc c'est l'Union européenne. Et puis ce qui est en bleu clair, ce sont des pays qui sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont justement influencés par l'Union européenne et influencés bien sûr par les États-Unis d'Amérique. Donc vous voyez qu'à cette époque, au début du XXIe siècle, eh bien vous avez l'ouest de l'Ukraine qui était influencé par l'Union européenne, et puis vous aviez les républiques de Géorgie et d'Azerbaïdjan. Et puis donc, vous avez la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, qui sont d'anciennes républiques socialistes soviétiques, qui sont plutôt comment dire, qui ont des alliances, ne serait-ce qu'économiques, avec la Russie, la Fédération de Russie. Donc, vous voyez, ce rapport de force, c'est vraiment un bloc qui est la fin le bout occidental du continent eurasiatique, et puis la Russie qui prend quasiment toute la place orientale de ce continent eurasiatique. Donc il faut bien comprendre que dans le conflit en Ukraine actuellement, eh bien c'est, comme l'a dit Tolstoï, c'est un peu la guerre froide entre le bloc soviétique et le bloc capitaliste qui se rejoue. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour bien comprendre le rapport de force entre les deux blocs, parce que on ne peut pas parler d'autre chose que de blocs. Alors, à un moment donné, Piotr Tolstoï fait allusion à un accord qui a failli être signé par l'Ukraine avec l'Union européenne, et il fait allusion aux fausses promesses que 3 ministres des Affaires étrangères européens avaient données au gouvernement de Kiev, au gouvernement ukrainien de Kiev, et il parle des 3 ministres qui s'appellent Steinmeier, donc c'est un Allemand, Sikorski, c'est un Polonais, et Laurent Fabius, qui était un Français. Et donc là, j'ai trouvé cette caricature qui justement montre bien que cet accord d'association que l'Union européenne voulait à toute force obliger le gouvernement de Kiev à signer, cet accord aurait permis, eh bien, comme l'a expliqué très bien Tolstoï, aurait permis aux produits de l'Union européenne en transitant par l'Ukraine, aurait permis à ces produits de passer ensuite dans la Fédération de Russie sans taxe douanière.
Et donc, évidemment, le gouvernement russe n'était pas d'accord avec ça. Surtout que, et ça, on ne vous le dit jamais dans la propagande médiatique, surtout que le gouvernement de Russe, la Fédération de Russie, avait proposé au gouvernement de Kiev, au gouvernement ukrainien, avait proposé un autre accord qui était beaucoup plus favorable au gouvernement ukrainien. Et donc, si le 21 novembre 2013, le gouvernement ukrainien, qui était dirigé à l'époque par Yanukovych, a refusé de signer cet accord d'association avec l'Union européenne, c'est tout simplement parce que le gouvernement s'était aperçu que l'Ukraine, en gros, se ferait inonder par les produits de l'Union européenne et cela risquait de détruire totalement son industrie et son commerce. Donc c'est pour ça que le gouvernement ukrainien de Yanukovych, à l'époque, lorsqu'il a comparé les avantages et les inconvénients des deux accords, l'accord que lui proposait la Fédération de Russie et l'accord que lui proposait l'Union européenne, c'est pour ça qu'il a refusé. Et donc, dans la caricature, vous voyez bien que l'Union européenne est comment dire, commandée à distance par le gouvernement des États-Unis et que cet accord d'association aurait été un moyen pour l'Ukraine d'être liée, d'être enchaînée au gouvernement des États-Unis. Voilà ce qui est derrière ces fausses promesses que Tolstoï a brocardées. Alors, à un moment donné, il a aussi parlé des accords de Minsk. Bon, les accords de Minsk, il y en a deux. C'était des accords qui ont été signés, comme il vous l'a dit, le 5 septembre 2014. Ils ont été signés donc entre des représentants des républiques indépendantistes du Donbass. Donc il y avait deux républiques, les républiques de Donetsk et de Lugansk. Et ces deux républiques qui sont à l'est de l'Ukraine, vous le voyez là, elles sont en bleu clair. Ces deux républiques, il faut bien comprendre, mais ça j'en parlerai plus longuement dans une émission spéciale. Il faut bien comprendre que ces deux républiques, si à partir de mai 2014, elles ont comment dire, mis sur la table et sur le terrain des volontés d'autonomie et pas du tout de séparation, mais au moins d'autonomie, c'est à cause du coup d'État qui s'est passé donc à Kiev en février 2014 et coup d'État que l'on présente en Europe et dans le bloc occidental comme un soulèvement populaire et démocratique et qui s'appelle l'Euromaïdan. Donc, quand Piotr Tolstoï parle des accords de Minsk, c'est parce que à partir de mai 2014, il y a eu des manifestations dans les deux républiques de Donetsk et de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Il y a eu des manifestations contre justement le coup d'État de Maïdan en février 2014. Et ces manifestations ont été réprimées violemment par la police du gouvernement de Kiev et aussi par des bataillons de mercenaires néo-nazis. Et donc, il y a une espèce de guérilla qui s'est produite entre les deux parties en présence. Et c'est pour ça que le 5 septembre 2014, il y a eu un premier cessez-le-feu. Et comme le dit très bien Tolstoï, eh bien, ce cessez-le-feu a été signé d'une part par les représentants des deux républiques autonomistes, donc de Donetsk et de Lugansk, et par des représentants du gouvernement de Kiev. Et à ce moment-là, la Russie, la France et l'Allemagne étaient seulement garants de ces accords. Mais la Russie, la France et l'Allemagne n'ont pas signé ces accords, n'étaient pas partie prenante. Et puis, le gouvernement de Kiev n'a pas respecté cet accord de cessez-le-feu. Et ensuite, il y a eu certaines batailles qui ont été défavorables au gouvernement de Kiev. Et là, il y a eu un second accord à Minsk. Donc, Minsk, c'est une ville en Biélorussie. Je vous remontre rapidement où est la Biélorussie dans le continent européen, si j'y arrive. Voilà, donc la Biélorussie, vous voyez, c'est le petit État en rose qui est au-dessus de l'Ukraine. Donc à Minsk, il y a eu, en février 2015, il y a eu un second accord qui a été signé, et cette fois-ci, il y avait d'autres pays qui se sont rajoutés comme garants de cet accord de paix, et c'était donc le Biélarus, la Russie, la France et l'Allemagne. Voilà. Et donc, ce que dit Piotr Tolstoï, c'est que malheureusement, depuis 2014, eh bien, ces accords qui, je crois, comportaient à peu près 16 points, ces accords qui ont été signés par le gouvernement de Kiev, dont vous voyez le représentant à l'époque, c'était le président Poroshenko, qui était à l'extrême droite, eh bien, ces accords n'ont pas du tout été respectés par le gouvernement de Kiev.
depuis 2014. Et ce qui s'est passé malheureusement depuis 2014 à l'est de l'Ukraine, c'est que le gouvernement de Kiev a continué de bombarder les deux républiques donc du Donbass, Donetsk et Lugansk. Et cette guerre contre une population a duré donc de 2014 jusqu'en 2022. Et ça, c'est quelque chose qui n'est quasiment jamais rappelé dans les médias occidentaux. L'autre chose aussi que je voulais montrer par rapport à ce qu'a dit Piotr Tolstoï, c'est encore une fois la raison de cette séparation à l'intérieur de l'Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a évoqué, mais il va en reparler dans la suite de sa déclaration. Donc il y a une séparation entre l'ouest de l'Ukraine, le centre et l'ouest de l'Ukraine, et l'est et le sud de l'Ukraine, et c'est une séparation qui est linguistique. Et là, la carte que vous voyez à l'écran, elle vous montre, donc en 2001, il y a eu un recensement, et donc il y a une zone vraiment à l'est et au sud-est de l'Ukraine, où il y a plus de 10% des habitants qui ne considèrent pas l'ukrainien comme leur langue maternelle. Donc ça s'appelle des russophones. Et il y a aussi une petite partie à l'ouest de l'Ukraine de personnes, de citoyens et citoyennes ukrainiennes qui parlent soit le roumain, soit le hongrois. Donc il y a vraiment une partition en Ukraine sur la base de la langue. Et vous retrouvez aussi cette partition. Vous avez cette carte qui date de 2003. Et là, vous avez justement toujours à l'est et au sud-est, vous avez la zone où le langage, c'est le langage russe, la langue russe qui domine absolument. Et au contraire, vous avez au centre et à l'ouest, c'est la langue ukrainienne qui domine absolument. Donc, il faut vraiment comprendre cette partition pour comprendre ce qui s'est passé entre 2014 et 2022 en Ukraine. Alors, je vais repasser la parole à Piotr Tolstoï pour la suite de ses paroles, et il va reparler justement de l'OTAN et de cette absence de souveraineté de l'Union européenne qui est vassalisée par les États-Unis d'Amérique. La première chose, la Russie, sa place, elle va rester à sa place. Elle ne va pas bouger. Elle ne va pas devenir ni la Chine, ni l'Europe. La Russie, c'est une civilisation à part. Et plus vite les Européens le comprennent, mieux ce serait. Parce que, par exemple, les humanistes européens, ils ne donnent pas des leçons à des Chinois. Pourquoi? Et parce qu'ils ont des yeux qui sont différents. Hein. Et pourquoi ils donnent à des Russes? Et parce que les Russes, ils ont les mêmes yeux. Ah bah oui, on peut leur donner de leçons. Voilà, donc les Chinois, c'est les Chinois, la Russie, c'est la Russie, l'Europe, c'est l'Europe. Je peux vous dire que nous, on a encore le choix. On a encore le choix, être avec les Chinois ou être avec les Européens. Mais vous, les Européens, n'ont plus de choix. Vous êtes déjà dans les mains des Américains, entièrement. Et quand vous dites que l'OTAN, ça serait orienté... Quel est le succès militaire de l'OTAN, le dernier? La dernière guerre qui a gagné l'OTAN? Vu les manœuvres qu'ils ont organisées dans les pays baltes et en Norvège, ils ont peur de la neige même. Donc, s'il vous plaît, à mon avis, c'est un instrument très efficace pour faire pression à des leaders européens et de leur dire qu'il faut augmenter le budget militaire. Mais au niveau militaire, l'OTAN, nous, on n'a pas peur de l'OTAN. On ne veut pas que l'OTAN soit à nos frontières. Mais si l'OTAN sera orientée contre les cyberpirates, tant mieux, à mon avis. Ça et protection des animaux, ça, c'est les choses qui sont vraiment des buts dignes à des intellectuels qui dirigent aujourd'hui de l'OTAN. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, au niveau de guerre de technologie, c'est clair que l'Europe, à mon avis, a une seule possibilité de se préserver comme une réalité géopolitique. Si l'Europe sera avec la Russie, parce que je vous rappelle que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe,
si cette petite partie de l'Europe qui s'appelle l'Union européenne sera avec la Russie, il a de la chance encore de garder quelque indépendance. S'il sera avec ses alliés américains, à mon avis, la chance, il n'existe plus. En fait, je voulais rappeler, faire une incursion dans l'histoire franco-russe. Congrès de Vienne 1815, rappelé aux Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas l'histoire, et voilà, je vais la rappeler quand même. Quand Napoléon est venu en Russie, bon, vous savez ce qui s'est arrivé, bon, la Russie est venue à Paris. Donc voilà, nos armées, nos soldats étaient à Paris. Bistro, voilà, ça vient. Eh bien, les alliés de la Russie, tels que c'était les Prussiens et les Autrichiens, pendant ce congrès de Vienne du 19e siècle, bien sûr, ils ont proposé à la Russie la Russie qui est vainqueur dans cette guerre, le démembrement de la France. Et la réponse d'Alexandre Ier était non, la France restera souveraine. J'aurais aimé que les jeunes Français le sachent, que la Russie donnait gracieusement la liberté et la souveraineté. Si moi, j'étais la tsarine, je prendrais la Côte d'Azur et quelque chose d'autre. Moi, c'est pas mon cas. Vous l'avez déjà prise. Bon, alors, ok, très bien. Deuxièmement, j'explique pourquoi c'est impossible. C'est très simple. Parce qu'il y en a ceux, dans la politique internationale, qui pensent qu'ils ont raison et les autres, ils ont tort. Pour avoir une conférence comme ça, malheureusement, il faut avoir une catastrophe, une guerre, je ne sais pas, quelque chose qui abolit cette idée que l'Occident a toujours raison et tous les autres ont toujours tort. Donc, c'est pour ça que nous, la Russie, par exemple, il est prêt à organiser ou participer à n'importe quelle conférence comme ça, mais si les décisions de cette conférence auront les conséquences concrètes, que ça soit signé et que ça soit respecté. Le problème qu'on vit dans le monde où les accords signés ne plus respectés, quand les paroles ne sont plus... personne ne tient la parole. Donc c'est un peu postmoderniste et très relativiste, mais on n'arrive pas à avoir quelque chose clair, solide, sur lequel on peut s'appuyer pour bâtir la sécurité internationale. Et à mon avis, il faut pas se dire que voilà, un jour on se réveille et l'Europe et la Russie et la Chine et les États-Unis, ils vont se réunir. Non. Ils vont pas, ils ont des intérêts différents et des civilisations différentes. Mais il faut quand même penser qu'à un moment, tout le monde sera devant une menace qui va réunir ces mondes si différents que ça. Ça peut être une menace qui vient de votre téléphone portable. Hein, ou c'est pas obligatoirement une missile ou quelque chose comme ça. Mais il faut malheureusement plus de confiance sur la scène internationale. Et la confiance, c'est quand les gens parlent, quand on répond aux questions, quand on a le dialogue, franco-russe notamment, c'est de là que part la confiance. La confiance, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas née dans les journaux ou dans les masses médias où circulent les clichés pour choquer une Georgette statistique. Il dit « Ah oui, t'as vu, mais qu'est-ce qu'ils ont dit là ?» Voilà, donc c'est pas ça. Il faut connaître les choses, il faut parler et il faut respecter les uns et les autres. Et la manque de confiance, la manque du respect fait impossible l'idée d'une conférence de Vienne ou une conférence de Yalta ou quelque chose comme ça sans une catastrophe. Je ne dis pas une guerre, mais une catastrophe. Et à propos de la Deuxième Guerre, je veux dire juste une chose, c'est que cette semaine, aux États-Unis, on a sorti une monnaie en commémoration de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale.
Et sur cette monnaie, il y a 3 drapeaux, le drapeau américain, le drapeau britannique et le drapeau français. Il n'y en a que 3. Et le drapeau soviétique de l'époque, même, bon, je ne parle pas de drapeau russe, mais même le drapeau soviétique, il n'existe pas. On les a posé une question, ils ont dit non, 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 c'est nous. C'est nous. C'est la même chose qu'au Japon, on pense que c'est l'Union soviétique qui les a jeté une bombe nucléaire. Aujourd'hui, les jeunes au Japon, il y a un sondage, il y en a 70% qui disent oui, oui, c'est les communistes. Voilà, donc je dis qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les choses sont souvent perturbées, ils sont absolument relativisées, et même les choses tellement évidentes que la Deuxième Guerre mondiale, c'est malheureusement traité comme ça. C'est bien dommage, à mon avis. Alors, j'arrête là cet extrait parce que, comme j'en ai normalement 2 autres à vous passer, je vois l'heure qui tourne et il faut absolument que je rende le micro à Lilou à 19h. Donc, je vais revenir sur 3 points que Tolstoï a évoqués dans ses déclarations. Vous avez vu qu'à un moment donné, il y a une dame qui a pris la parole et qui a parlé, qui a demandé en fait s'il était possible de faire une conférence internationale un petit peu comme le Congrès de Vienne en 1815. Donc, je vous montre la carte du Congrès de Vienne en 1815, donc c'est un congrès qui a eu lieu après la défaite des armées napoléoniennes. Donc Napoléon, dans ses conquêtes impériales, a voulu conquérir la Russie et puis il s'est cassé la figure à l'hiver 1812 et donc il a dû battre en retraite. Et donc, ce que dit la citoyenne russe, que je ne connaissais pas, c'est que donc lors de ces discussions au Congrès de Vienne en 1815, c'est un peu comme le traité de Versailles en 1918, si vous voulez, après la Première Guerre mondiale. Donc, lors de cette réunion internationale, eh bien, il y avait des États, des empires, qui voulaient que justement la France soit démembrée. Et le tsar de Russie, à l'époque, vainqueur contre Napoléon, a refusé le démembrement de la France. Alors, ce que dit Tolstoï, c'est que actuellement, il lui paraît impossible d'organiser une conférence internationale où toutes les puissances seraient à égalité et pourraient s'entendre les unes les autres. Ça lui paraît impossible parce que il dit que il y a d'un côté des gens qui pensent avoir toujours raison et qui ne respectent pas la parole des autres. Et là, je vais de nouveau remontrer la caricature concernant l'accord d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne. Donc, vous voyez cette caricature qui montre bien que l'Union européenne, politiquement, est manipulée par les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que Tolstoï, à plusieurs reprises, dit que l'Union européenne et les pays qui font partie de l'Union européenne, dont malheureusement notre pays, la France, ne sont plus souverains, n'ont plus de souveraineté. Alors, si vous ne croyez pas Tolstoï ou si vous ne me croyez pas lorsqu'il dit cela, eh bien, je vous ai montré un extrait d'un livre qui a été écrit en 1987 par un politiste c'est pas vraiment un politicien, mais c'est un conseiller politique de plusieurs gouvernements états-uniens. C'est un Polonais d'origine qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Et ce monsieur, qui est mort désormais, mais qui a eu une influence énormissime, un peu comme celle de Henry Kissinger. Donc ce monsieur a écrit en 1997 un ouvrage qui s'appelle Le Grand Échiquier. Et je vous ai mis un extrait de la page 58 de son livre, et puis à droite, je vous ai mis la traduction. Alors, je ne vais pas vous lire tout ce passage, mais je vais vous lire simplement les phrases de Brzezinski que j'ai surlignées en gras. Donc, ce qu'il dit, c'est que, à la différence des liens des États-Unis avec le Japon, l'Alliance Atlantique renforce directement l'influence politique et le pouvoir militaire des États-Unis sur le continent Eurasie. Donc, l'Alliance Atlantique, c'est quoi? C'est la primauté des États-Unis sur l'Union européenne, sur ses alliés européens au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et cette alliance atlantique, elle est symbolisée sur le continent Eurasie, elle est symbolisée, comme l'a dit Piotr Tolstoï, par quelque chose qui s'appelle l'OTAN, c'est-à-dire l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Donc, cette alliance atlantique est en fait l'outil dont se servent les États-Unis d'Amérique pour influencer directement ce qui se passe sur le continent Eurasie. Et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Zbigniew Brzezinski qui a été, encore une fois, conseiller de plusieurs gouvernements états-uniens. Ensuite, Brzezinski est parfaitement conscient que justement, cette influence politique et économique des États-Unis sur le continent Eurasie, par la mainmise qu'ils ont pris sur les pays de l'Union européenne, il est parfaitement conscient que ça n'est pas forcément inéluctable et que s'il y avait un désir de souveraineté de la part des pays européens, eh bien, cette alliance pourrait s'affaiblir. Et c'est ce qu'il dit à un moment donné, il dit « si les liens transatlantiques, donc c'est-à-dire si la mainmise des États-Unis sur les pays de l'Union européenne s'affaiblissait, eh bien, la primauté de l'Amérique, c'est-à-dire des États-Unis en Eurasie, s'effacerait rapidement. » Il en est parfaitement conscient et tous les gouvernements des États-Unis en sont parfaitement conscients. Et Joe Biden, actuellement, quand il ordonne au chancelier allemand de ne rien faire après le sabotage des gazoducs Nord Stream, eh bien, c'est exactement la même politique qu'il continue de faire. Et enfin, à la fin de cet extrait, au bas de la traduction que je vous ai mise à droite, eh bien, Brzezinski dit en 1997, et c'est toujours vrai quasiment 25 ans plus tard, Brzezinski dit, la réalité brutale, c'est que l'Europe de l'Ouest et de plus en plus l'Europe centrale reste dans une large mesure un protectorat américain. Un protectorat américain. Vous comprenez ce que ça veut dire un protectorat? Ça veut dire des pays qui n'ont plus aucune souveraineté. Un protectorat américain avec ses États alliés qui rappellent les États vassaux ou tributaires de jadis. C'est-à-dire des États vassaux, ça veut dire qu'on est le vassal d'un autre État qui, lui, est 1000 fois plus souverain, ou alors on est un État tributaire, ça veut dire qu'on paye un tribut à quelqu'un qui est plus fort que nous. Donc, cette idée, cette réalité brutale, comme dit Brzezinski, que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ne sont absolument plus souverains, ce n'est pas seulement Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma en Russie, qui le dit, c'est Zbigniew Brzezinski, un États-Unien d'origine polonaise qui vous l'écrit noir sur blanc en 1997. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je voulais aussi insister. Alors, il y a aussi autre chose que Tolstoï a dite, c'est que il a parlé à un moment donné des sanctions. Vous savez, c'est dans la première partie de son exposé. Il a parlé des sanctions qui avait frappé donc la Russie depuis le début de l'opération spéciale le 24 février 2022. Et il a dit que ces sanctions avaient été imposées à la Russie parce que, soi-disant, la Russie aurait violé le droit international en rentrant dans l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine, le 24 février 2022. Alors, je ferai une émission spéciale sur cette histoire d'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que ce n'est absolument pas une invasion, mais il faut que je vous explique tous les événements qui se sont passés avant le 24 février pour que vous compreniez que ce n'est pas une invasion. Mais à un moment donné, donc, Tolstoï dit cette supposée violation du droit international nous est reprochée par des pays occidentaux qui auraient des valeurs supérieures à celles du gouvernement soi-disant dictatorial de la Russie. Et il parle justement des valeurs des pays occidentaux. Et il parle à un moment donné du bombardement de l'OTAN en 1999 en Serbie, à Belgrade. Donc là, je vous ai mis 4 exemples, 4 photos qui montrent comment sont appliquées dans la réalité brutale, comment sont appliquées les soi-disant valeurs du bloc occidental. Donc, la première de ces photos, en haut à gauche, c'est le bombardement de la ville de Dresde en Allemagne entre les 13 et 15 février 1945. Donc, ça veut dire que c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce bombardement, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu dans la population. Ce bombardement a été fait par l'aviation civile britannique. C'est-à-dire que pendant 2 jours, l'aviation civile britannique a bombardé une ville avec des civils à l'intérieur. Et le montant des personnes qui sont mortes sous ces bombardements, le nombre, ça va entre 25 000 et 40 000. Et ça, c'est un bombardement qui a été fait par les Alliés.
D'accord? Donc, c'est ça les valeurs, soi-disant, du bloc occidental. Une ville allemande où il n'y a que des civils qui est bombardée pendant 2 jours, simplement parce que l'objectif de Churchill à l'époque, c'était de terroriser la population, donc c'est du terrorisme d'État, c'était de terroriser la population pour que la population, éventuellement, se soulève contre le régime hitlérien et accélère sa chute. Donc ça, c'est le premier exemple de ces valeurs occidentales. Le deuxième exemple, donc c'est ce que Tolstoï a évoqué, le bombardement de Belgrade et d'autres lieux en Serbie en 1999. Donc ça, c'était dans le cadre du conflit au Kosovo. Et là, c'est une violation du droit international parce que c'est l'OTAN qui a bombardé la Serbie pendant 78 jours et sans aucun mandat international et en violant les règles du droit international. Et les bombardements en Serbie pendant 78 jours en 1999 ont causé le plancher que j'ai vu dans mes recherches, c'est à peu près 2500 morts. Et puis, en bas à droite, évidemment, vous avez l'invasion, parce que là, c'était vraiment une invasion des États-Unis en Irak et le bombardement des villes irakiennes en 2003. Donc là encore, exemple parfait de l'application des valeurs occidentales. Et puis, un autre conflit sanglant qui n'existe absolument pas dans les médias occidentaux ou français, eh bien, c'est le conflit au Yémen depuis 2014. Et là, c'est une coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, évidemment qui bénéficie de l'armement des États-Unis, qui sème aussi la terreur dans les populations civiles au Yémen. Voilà. Donc ça, vous voyez, ce sont des exemples de ces valeurs supposément occidentales que Tolstoï, dont Tolstoï montre que ces valeurs, justement, elles sont totalement violées lorsqu'il s'agit d'imposer la force brutale d'un empire comme celui des États-Unis avec ses alliés européens. Et la dernière chose que je voudrais dire à propos donc des sanctions, puisque Tolstoï dit que les sanctions contre la Russie, lui, il pense qu'il y en a pour des décennies, eh bien, il fait un pied de nez au chroniqueur du Figaro et il lui dit que effectivement ces sanctions, de toute façon, la Russie en a l'habitude et que au contraire, ça va permettre à son économie de passer des paliers successifs et bientôt avec les autres partenaires commerciaux que la Russie dont la Russie dispose, eh bien la Russie l'Union européenne ne sera plus du tout un partenaire commercial intéressant pour la Russie, mais ce que Tolstoï disait en 2019, donc là je vous rappelle que ce débat a eu le 28 mai 2019, c'est que de toute façon c'est l'Union européenne qui va être perdante. C'est l'Union européenne qui va être perdante dans ces sanctions totalement débiles contre la Fédération de Russie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis que l'Union européenne a accepté, pour faire plaisir à Joe Biden, a accepté de ne plus acheter son gaz pas cher à la Fédération de Russie et plutôt de l'acheter au gouvernement des États-Unis, sachant que le gaz qui vient du gouvernement des États-Unis, eh bien c'est du gaz naturel, c'est du gaz de schiste liquéfié et normalement tous les écolos ou les soi-disant écolos devraient pousser des hauts cris devant cette destruction écologique. Voilà. Donc ça c'était le premier extrait que je voulais vous montrer donc de Piotr Tolstoï. Alors, il est 18h18 et comme je vous ai dit, je dois rendre l'antenne à Lilou à 19h. Donc, je pense que je ne vais pas montrer le deuxième extrait. C'est un extrait qui était un entretien qui était entre Piotr Tolstoï et la personne qui dirige l'association franco-russe. Alors, cette personne, elle s'appelle Irina Dubois et je vais vous montrer la chaîne YouTube du dialogue franco-russe parce que c'est vraiment, il y a énormément de conférences et de débats qui sont faites dans cette chaîne. Et donc, je vous montre là en plein écran. Donc, vous voyez, c'est une chaîne YouTube qui n'est pas encore censurée. Et vous pouvez retrouver l'entretien avec
entre Irina Dubois et Piotr Tolstoï. Vous voyez, c'est la dernière vidéo qui a été publiée. C'est un entretien qui a eu lieu le 2 novembre 2022. Donc, je vous propose vraiment d'aller regarder la chaîne YouTube du Dialogue franco-russe et d'écouter l'entretien de Piotr Tolstoï avec Irina Dubois, qui est la dame que vous voyez donc à l'écran, sur cette chaîne YouTube. Voilà. Mais je vais passer donc, donc ça c'est terminé, arrêtez l'écran. Voilà. Donc le deuxième extrait que je vais vous passer, où vous allez pouvoir entendre Piotr Tolstoï. Donc oui, je vais afficher le commentaire de Mimirma, 44. Oui, exactement. Le gaz de schiste ricain va le payer très cher. Et mais ça, comment dire, si la population française n'est pas capable de s'en apercevoir et n'est pas capable de descendre dans la rue le samedi après-midi, par exemple, lors des manifestations organisées par Florian Philippot, puisque c'est à peu près la seule personnalité politique qui critique cette escroquerie, eh bien, si la population française n'est pas capable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Il n'y a pas de problème. Hein. Les Allemands, apparemment, ils sont un peu plus capables de descendre dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. Et je répète que pour le gaz de schiste, c'est un désastre écologique. C'est quelque chose de totalement scandaleux. Enfin, voilà. Mais là encore, les écologistes, ils n'en ont pas parlé. OK. Alors, on revient à Piotr Tolstoï. Et je vous disais que récemment, ça s'est passé le 23 novembre, récemment, eh bien, il y a eu un entretien de Tolstoï avec un pseudo-journaliste, un présentateur de la chaîne médiatique qui s'appelle BFM TV. Et là, ça a été vraiment un pur bonheur parce que Monsieur Tolstoï, qui, comme vous avez vu, parle parfaitement français, eh bien, il a répondu coup pour coup à toutes les omissions ou à tous les mensonges du journaliste. Et donc, je vous laisse l'écouter parce que c'est un pur moment de bonheur. Voilà. Donc, je vais passer ce dernier entretien. Donc, ça, c'était le 23 novembre 2022 sur BFM TV. C'est parti. Tolstoï. Merci d'être avec nous. J'espère que vous nous entendez. J'espère qu'on vous entend également. Vous êtes vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Merci d'être avec nous en direct aussi tard. Je sais qu'il est tard pour vous. Il y a 2 heures de plus pour vous à Moscou. Vous avez entendu, et je vous voyais réagir dans un écran de contrôle, vous avez entendu ce qui a été dit en plateau à l'instant. Je vous repose la question. Pourquoi votre pays a-t-il encore envoyé aujourd'hui 70 missiles, c'est ce que disent les Ukrainiens, contre les installations électriques, contre une maternité, contre les immeubles du côté de Kiev? Quel est votre but? Notre but, c'est la victoire, c'est clair. Et à mon avis, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous avez eue dans vos discussions sur le plateau, parce que on oublie les bombardements de l'OTAN, de l'ex-Yougoslavie, les bombardements de l'Irak. C'est tout à fait normal, c'est les cibles légitimes. La Russie ne vise pas la population civile, il vise l'infrastructure de l'Ukraine. L'infrastructure de l'Ukraine sera démolie et l'Ukraine sera envoyée à 18e siècle. Je ne suis pas d'accord avec les propos que la Russie n'a pas de succès sur le terrain, sur le champ de bataille, n'a pas des missiles, vous inquiétez pas. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas viser la population civile. Sinon, on pouvait raser sur le champ de bataille des dizaines de kilomètres du terrain avec les missiles que nous avons. Il y en a Mais Piotr assez, Tolstoï, de fait, et la journée vous d'aujourd'hui imaginez. le montre encore, vous ciblez les civils. Cette maternité, ce bébé de 2 jours mort dans la région de Zaporijjia, quel était l'objectif militaire? Écoutez, il y a toujours les victimes en guerre, mais de votre part, c'est l'hypocrisie de dire sur le bébé à Zaporozhye qu'en pendant 8 ans, vous n'avez pas remarqué les bébés qui sont morts à Donetsk. Il y en a plus de 200 bébés qui sont morts à cause des attaques ukrainiennes sur la population de Donetsk lors de la guerre civile en Ukraine. Et ça, vous comptez pas. C'est bizarre quand même. Et c'est pas du tout honnête et objectif par rapport à vos spectateurs. Mais c'est bien votre pays aujourd'hui qui bombarde depuis des mois l'Ukraine. C'est bien votre pays qui, par exemple, la semaine dernière, quand il y a eu cet incident, ce missile tombé du côté polonais, qui a reconnu la semaine dernière qu'effectivement, il y avait des séries de bombardements, notamment sur des infrastructures qui servent à la population civile.
Écoutez, tous les bombardements qui aujourd'hui sont effectués en Ukraine, c'est les coûts sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, qui ne va pas permettre de bouger à l'armée ukrainienne. Et plus vous aidez à l'Ukraine, plus long va durer cette guerre. C'est très simple. Et vous allez voir que de toutes les façons, la Russie ne peut pas perdre une guerre parce que les puissances nucléaires ne perdent pas les guerres, comme vous le savez. Et donc, plus vite on passe de cette stade de démolition de l'infrastructure de l'Ukraine à la stade des soi-disant négociations, peut-être pas avec les Ukrainiens, mais avec ceux qui prennent les décisions sur le sort de l'Ukraine. Et ce n'est pas l'Union européenne non plus. Mais attendez, Piotr Tolstoï, quand vous dites qu'une puissance... passe à la stade des négociations, moins il y aura des victimes. Quand vous dites qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre, quand vous dites qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre, c'est clairement une menace d'emploi du nucléaire si jamais ça se passait mal pour vous en Ukraine, ce qui est visiblement le cas en ce moment. Pas du tout, c'est pas une menace. Nous, on ne veut pas utiliser l'arme nucléaire comme l'a fait les Alliés lors de bombardements de l'ex-Yougoslavie en 1999, quand vous avez utilisé uranium dans les missiles de l'OTAN qui ont tombé sur le sol serbe. Et depuis, on a des centaines de milliers de Serbes malades à cause de ça. Mais personne ne dit ça sur le plateau des télés parce que c'est pas bien pour l'Occident. Ça gâchit l'image d'être très, très bon et très humaniste. Alors, pardon, Piotr Tolstoï, je vais vous prendre au mot ce soir. Ouais. Il est 23h. Vous nous parliez à l'instant de ce qui se passe dans le Donbass, du côté de Donetsk. Ça fait des mois que notre chaîne et d'autres rédactions françaises cherchent à aller voir ce qu'il se passe à Donetsk, cherchent à aller voir ce qu'il se passe dans les zones contrôlées par les Russes. Nous n'obtenons jamais de visa pour aller dans ces zones-là parce que la Russie nous refuse l'accès à ces zones-là. Pourquoi nous refuser l'accès? Et qu'est-ce que vous attendez? Vous avez refusé les visas pour tous les Russes, vous avez entamé 11 000 sanctions illégitimes contre mon pays et vous attendez que la Russie vous reçoive à Donetsk. Mais vous êtes assez naïf. On va vous recevoir à Kiev ou à la frontière polonaise bientôt, mais pas à Donetsk à ce moment-là. Parce qu'il y a la guerre, il y a les soldats, il y a le déplacement de l'armée. Pourquoi vous croyez que vraiment la Russie va inviter les journalistes des pays qui mènent une guerre économique contre notre pays pour regarder comment nos troupes bougent sur le front? Vous êtes bien naïf. Vous avez déclenché cette guerre, encore une fois, Piotr Tolstoï. Non, c'est pas nous qui ont déclenché cette guerre, c'est vous qui ont déclenché cette guerre. Parce que toutes les préoccupations sur la sécurité qui la Russie, depuis des années, a déclaré devant l'Union européenne, devant les États-Unis, devant l'OTAN, etc., vous avez ignoré. Vous avez pensé que, OK, les Russes, ils ont perdu la guerre froide, on peut faire ce qu'on veut. On peut amener l'OTAN à la frontière de la Russie. Non, ça ne serait pas le cas. Et donc, vous inquiétez pas, nous, on ne veut pas les négociations là maintenant. Mais comme a dit M. Borrell, il faut gagner la guerre sur le terrain. On va gagner la guerre sur le terrain et la négociation à la frontière polonaise, on va vous inviter. Aussi les journalistes pour voir comment se sentent les Ukrainiens à l'intérieur de la Russie. Piotr Tolstoï, vous avez reculé ces derniers mois. Votre armée a reculé ces derniers mois, est partie de Tchernobyl, n'a pas réussi à prendre Kiev, est partie de Kharkiv, est partie de Kherson encore il y a 2 semaines maintenant. Recul sur recul. Et vous nous dites ce soir que vous irez jusqu'à Kiev. Ça reste l'objectif d'aller prendre Kiev et donc de faire sortir notamment Zelensky du pouvoir. Bien sûr. Bien sûr, notre objectif, c'est clair, c'est dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Ce que vous dites sur le regroupement de troupes russes, mais vous croyez quoi? Que la Russie a retiré les troupes de Kherson parce qu'il a peur de l'armée ukrainienne? Non, il faut regrouper les troupes avant l'hiver pour ne pas risquer les civils qui vivent à Kherson et qui sont partis avec l'armée russe, la plupart, et pour ne pas risquer des vies de nos soldats. Nous ne sommes pas fous. Mais Kherson, c'est une ville russe après le référendum qui a eu lieu récemment. Et vous inquiétez pas, on va revenir à Kherson, on va venir à Dniepr, on va venir à Kiev. Sans doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous n'avez pas de doute, il y a un autre scénario possible que je vous soumets. C'est ce que souhaitent faire les Ukrainiens
après Kherson, ils ont visiblement la Crimée en tête. Ils veulent reprendre leur terre de Crimée. Si les Ukrainiens lancent une opération militaire, terrestre par exemple, sur la Crimée, une opération d'envergure, quelle sera votre réaction? Bah, quelle sera notre réaction? C'est très simple. La Crimée n'a jamais été ukrainienne d'ailleurs. Et vous inquiétez pas, l'armée russe a assez de force pour faire reculer les Ukrainiens dans cette direction comme dans des autres. Les Ukrainiens, ces dernières semaines, perdent des milliers de soldats sur le terrain parce qu'ils essaient d'attaquer en vain. Et nous, on ne veut pas utiliser les armes lourdes qu'on peut utiliser pour vraiment, comme je vous ai dit, raser le terrain à des dizaines de kilomètres en profondeur de l'Ukraine. Nous, on ne le fait pas. Mais s'il y aura des attaques comme ça, des militaires ukrainiens qui vont venir auprès des chars russes, évidemment, ça serait une tragédie pour l'armée ukrainienne. Vous vous préparez à ça, visiblement, à cet assaut. Il y a des lignes de défense qui ont été construites, il y a des tranchées qui ont été construites par les forces ukrainiennes du côté de la Crimée. Vous vous préparez à cet assaut-là? On prépare à tous les scénarios, mais je souligne que nous sommes avec vous tout au début de ce conflit. C'est pour des années. Et c'est assez clair qu'aucune ligne de défense, aucun tranchée, ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment important dans ce conflit-là. Dans ce conflit, ce qui est important, c'est l'aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine, c'est les données des Sputnik américains à l'armée ukrainienne. Ça, c'est important. Et ça, c'est une aide pour laquelle vous allez payer le prix. Ça ne serait pas comme vous dites... Nous allons payer, c'est-à-dire Piotr Tolstoï, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez payer. Je vous explique comment vous allez payer ce prix-là. Ça serait cher pour la classe moyenne européenne, pour l'Union européenne qui va se mettre dans une crise économique, pour les politiciens qui sont aujourd'hui, qui votent aujourd'hui les sanctions contre la Russie. Le Parlement européen dit que nous sommes en état terroriste, etc. Tous ces gens-là vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire. Et les autres qui vont les échanger dans 3 ans ou dans 5 ans seront en queue pour mener les négociations avec la Russie. N'oubliez pas que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et ça a été 2 fois qu'on a eu une guerre avec l'Europe. La première fois, on l'a terminée à Paris et la deuxième fois au Berlin. Donc, quand je dis Kiev, c'est notre objectif, c'est encore bien modeste. Mais vous allez payer le prix de ce soutien de l'Ukraine par votre économie, par une douche une fois par semaine contre Poutine et par des autres conséquences économiques, inflation, prix de gaz, prix d'électricité. Je ne veux pas vous raconter, vous allez voir et on peut revenir à cet entretien dans quelques mois pour dire si j'ai eu tort. Piotr Tolstoï, question pour vous de l'un de nos invités en plateau, en l'occurrence Guillaume Ancel. Bonsoir monsieur, vous portez un très beau nom mais vous faites une sale guerre. Vous avez fait tuer des dizaines de milliers de jeunes. Est-ce que vous-même vous avez déjà fait la guerre? Bien sûr, j'ai pas fait la guerre comme un militaire, mais j'ai fait la guerre comme un journaliste. C'est bien sûr, mais non, donc votre réponse. Qu'est-ce que c'est la guerre? Je connais qu'est-ce que c'est la guerre et vous n'avez aucun droit de me rapprocher les vies des dizaines de milliers de jeunes. Parce que vous avez, avec vos rhétoriques pseudo-humanistes, ont tué déjà des centaines de milliers, des gens dans tout le monde entier. Non seulement en Libye, en Irak, en Afghanistan. Vous avez répondu à ma question. Je voulais juste savoir si vous aviez conscience de ce que vous faisiez massacrer. Je comprends que vous n'avez jamais fait la guerre. C'est sans doute pour ça que vous tenez un tel discours. Merci beaucoup. Je viens de me revenir du front du côté de Svatovo, de Belgorod. J'ai vu nos soldats, je connais qu'est-ce que c'est la guerre et je connais bien que c'est pas pour des mois qui viennent, c'est pour les années. Donc préparez-vous avec tous vos reproches moraux, etc. Préparez bien parce que vous avez encore le temps devant vous. Mais Piotr Tolstoï,
À chaque fois, j'oublie de... Donc, je disais qu'il restait 10 minutes pour écouter Tolstoï répondre à ce faux journaliste de BFM TV. Et je suis très contente que vous appréciez en effet le calme avec lequel Tolstoï lui répond. Et je pense que s'il a ce calme-là, c'est que non seulement c'est une personnalité donc politique, donc c'est des choses qu'on apprend en politique, mais en plus, il a été, comme je vous l'ai dit, journaliste et directeur des programmes d'une chaîne de télévision russe. Donc, je pense qu'il connaît bien ce milieu. Alors, avant de le laisser continuer, je voulais revenir sur 4 points qu'il a évoqués là encore dans ses paroles. Donc, le premier point, c'est toujours pareil, quelque chose qui est totalement occulté par les médias français et occidentaux, c'est le fait que depuis mai 2014, eh bien, il y a effectivement des bombardements sur des populations civiles dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire dans la partie russophone de l'Ukraine, les républiques autonomistes de Donbass, du Donbass, Lugansk et Donetsk, il y a des bombardements pendant 8 ans. Et ça, comme l'a très bien fait remarquer Tolstoï, la quasi-totalité des journaleux français n'en parlent jamais. Et lorsque Tolstoï le lui renvoie dans la figure, c'est-à-dire il leur dit mais les 200 bébés qui sont morts justement quand le régime de Kiev bombardait des maternités dans les 2 républiques de l'Est de l'Ukraine, ça vous n'en parlez jamais. Donc ça, il faut vraiment l'avoir constamment à l'esprit. Le gouvernement de Kiev avec le premier Poroshenko, que vous avez vu dans la photo tout à l'heure. Donc c'est ce gouvernement-là qui est infiltré par les ukro-nazis. Eh bien, c'est ce gouvernement-là qui mène une guerre contre les civils dans les 2 républiques russophones du Donbass depuis 8 ans. Voilà, ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Deuxièmement, toujours pour ces bombardements, vous avez entendu aussi que Tolstoï, il rappelle les bombardements que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est-à-dire la Serbie en 1999, l'Irak en 2003, le Yémen depuis 2014, et puis bien d'autres. Parce que, mais ça, il faudrait une émission totalement consacrée à ça, parce que le gouvernement des États-Unis est un spécialiste des interventions militaires et des guérillas fomentées dans les pays étrangers. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et pour terminer, à un moment donné, vous avez justement à propos de ces maternités qui sont soi-disant bombardées par les Russes. Et là, je vais afficher le commentaire de Mimirma, parce que justement, elle en a parlé. Attends, alors où il est ce commentaire où elle dit justement que... Voilà, c'est ça. Donc, Mimirma a écrit que la personne qui avait dit qu'une maternité avait été visée par des tirs russes vient de dire que c'était faux. Donc, effectivement, là, je vous affiche un autre site qui est super intéressant et super important pour avoir de vraies informations. Donc, c'est un site internet qui s'appelle Donbass Insider. Insider, c'est de l'anglais, ça veut dire quelqu'un qui voit les choses depuis l'intérieur. Donc, c'est une citoyenne française qui s'appelle Christelle Néant et qui est partie depuis plusieurs années dans le Donbass. Et je ferai une émission justement rien que sur elle parce que je trouve que c'est une personne formidable. Et donc, dans ce site internet, vous avez tout récemment un entretien qui a été traduit par Christelle Néant, parce qu'elle parle très bien le russe maintenant. Donc, il y a un entretien qui a été traduit avec une jeune femme qui avait été filmée par des journalistes occidentaux, mais qui ne sont pas des vrais journalistes. Et cette jeune femme avait été filmée et dans les paroles qu'elle avait prononcées, les journaleux occidentaux avaient dit « Vous voyez, c'est la preuve que justement les Russes, quand ils ont bombardé Mariupol, et ils ont bombardé une maternité, etc. » Et donc, la jeune femme eh bien, a expliqué dans cet entretien que c'était totalement faux et que de toute façon, dans le siège de Mariupol, c'était les bataillons ukrainiens néo-nazis qui se servaient des civils comme bouclier humain et qui justement prenaient position dans des appartements ou dans des écoles ou dans des maternités, prenaient position pour empêcher justement l'armée russe de tirer. Et comme le dit Tolstoï, l'armée russe, depuis le début de l'opération spéciale, a vraiment la volonté d'épargner les civils et ne cible quasiment que des infrastructures énergétiques ou militaires.
Voilà. Donc ça, c'était le premier point pour les bombardements. À un moment donné, le journal est en train de dire que le régime ukrainien va vouloir récupérer la Crimée. D'accord? La péninsule de Crimée. Donc, le Tolstoï lui répond que, eh bien, il y a eu un référendum. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai appris depuis février 2022 dans mes recherches, mais c'est quelque chose qui n'apparaît jamais dans les médias. C'est-à-dire que il y a eu en Crimée, dans la péninsule de Crimée, il y a eu le 16 mars 2014 un référendum d'autodétermination. Et ça, c'est quelque chose qui est prévu dans la Charte des Nations Unies. Les référendums d'autodétermination, le principe d'autodétermination, c'est-à-dire que des peuples, par des votes, par des référendums, décident justement d'appartenir à tel ou tel pays. Eh bien, le référendum qui a eu lieu le 16 mars 2014 dans la péninsule de Crimée, la participation, comme vous le voyez, a été de 83%, et sur ces 83%, il y en a 97 qui ont voté pour l'intégration à la Fédération de Russie. Et ça, c'est un terme que, dans les émissions que je vais faire, je vais marteler à chaque fois, parce que dans les médias français, vous n'entendez jamais prononcer le mot de référendum et vous n'entendez jamais parler d'intégration ou de rattachement à la Fédération de Russie. Et pourtant, c'était le sujet de ces référendums. C'est-à-dire que les citoyennes et citoyens de la péninsule de Crimée ont librement voté pour être rattachés à la Fédération de Russie et non pas annexés. Et d'autres référendums aussi qui ont eu lieu dans les deux républiques, donc de Lugansk et de Donetsk, donc à l'est de l'Ukraine. Là aussi, Tolstoï, il en a parlé, mais c'est quelque chose qui n'a absolument pas eu d'écho dans les médias français. Donc, il y a eu, entre le 22 et le 27 septembre, ça s'est étalé sur 5 jours, il y a eu donc un référendum d'autodétermination dans 4 régions de l'est de la Crimée, où, je vous le rappelle, la population est essentiellement russophone. Donc, ces référendums ont obtenu à chaque fois une participation massive. Comme vous voyez, pour Donetsk, c'est 97,51%, 92,6% pour Lugansk, Zaporozhye, c'est 85,4%, et c'est vrai pour la région de Kherson, c'est la participation la plus faible avec 77%. Et à chaque fois dans ces 4 régions, eh bien, il y a eu massivement le désir de se rattacher à la Fédération de Russie. Vous voyez, 99 pour Donetsk, 98% pour Lugansk, 87 pour Kherson et 93% pour Zaporozhye. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, ce principe d'autodétermination des peuples, c'est quelque chose qui est totalement validé par la Charte des Nations Unies et donc c'est quelque chose qui est totalement légal. Mais bien sûr, les médias français n'en parlent pas du tout. Alors, Tolstoï, à un moment donné, parle aussi des 2 objectifs de cette opération spéciale en Ukraine. Et ces 2 objectifs, encore une fois, il faut les rappeler, parce que Vladimir Poutine l'a dit dès le début, c'est la démilitarisation de l'Ukraine et la dénazification. Alors, la dénazification, j'en parlerai vraiment dans une émission spéciale, mais la démilitarisation, pardon, il faut simplement, encore une fois, revenir à cette carte-là, c'est-à-dire que l'OTAN, voilà tous les pays qui font partie de l'OTAN, la plus grande alliance militaire au monde, et l'objectif des États-Unis et de l'OTAN était de faire rentrer l'Ukraine dans cette alliance et donc d'être aux portes de la Russie et d'être une menace totalement proche pour la Russie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Lorsque Tolstoï dit que le bloc occidental refuse depuis des décennies refuse de prendre en compte les intérêts de sécurité de la Russie, eh bien, il a totalement raison. Voilà. Dernière chose concernant le prix à payer, le prix à payer, encore une fois, des sanctions contre la Russie qui ont été prises par l'Union européenne, totalement vassalisée par les États-Unis, bien sûr, eh bien, c'est, comme l'a dit Tolstoï, il a dit, ben, écoutez, si vous voulez avoir une douche par semaine, si vous voulez vous congeler pendant l'hiver, eh bien, allez-y, continuez à accepter les sanctions stupides qui consistent à priver l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, du gaz russe qui est totalement pas cher et qui en plus a l'avantage d'être fixé, dont le prix est fixé par des contrats à longue durée. Vous voyez? Et donc, la carte que je vous ai mise, eh ben, c'est le Nord Stream. Vous avez sûrement entendu parler du sabotage qui a eu lieu au mois de septembre de ce gazoduc.
Et là encore, j'en reparlerai dans une émission plus particulièrement consacrée à ça. Mais là, je vous ai mis le tweet d'un type dont vous avez déjà entendu le nom tout à l'heure, c'est-à-dire Radek Sikorski. Donc c'est un Polonais, et il a été ministre des Affaires étrangères. Et bien Sikorski, le 29 septembre, il avait publié un tweet en disant « Bravo les USA ». Bravo les USA pour avoir saboté le Nord Stream. Voilà. Donc ça, encore une fois, Tolstoï a tout à fait raison de se moquer des gouvernements de l'Union européenne qui, pour obéir à leur patron, les États-Unis, acceptent de faire peser les conséquences des sanctions sur les populations civiles de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais, les 4 choses que je voulais dire. Et je redonne la parole à Piotr Tolstoï pour la fin de son entretien avec ce journaleux de BFM VC ou BFM TV. Ensuite, je laisserai la parole à Ulysse Gosset dans une seconde pour qu'on parle de Vladimir Poutine. Il y a une chose qui m'interpelle dans vos propos ce soir, c'est qu'étrangement, ça a l'air de vous faire plaisir que ça dure pendant des années. Qu'il y ait des souffrances côté ukrainien, mais qu'il y ait de la souffrance aussi côté russe chez vous, que ce soit parmi vos militaires ou que ce soit dans votre population, qui souffre aussi aujourd'hui. Écoutez, et les 8 ans que les Ukrainiens ont tiré sur les enfants de Donbass, on n'a pas souffert. Tous les années que les 20 millions des Russes ont été discriminés en Ukraine, privés de leur langue, privés de leur histoire, c'est pas en souffrance. Le Donbass qui appartenait à l'Ukraine. Le Donbass qui appartenait à l'Ukraine. Vous avez annexé l'Ukraine au mépris de toutes les lois internationales. Vous avez annexé, la Crimée. Vous avez annexé le Donbass au mépris de toutes les lois internationales. Non, mais vous avez toujours dans votre tête les frontières qui ont été dessinées par Lénine et Staline. Mais nous, on parle des gens, des Russes, des 20 millions des Russes qui ont été mis sur le genou par les nationalistes ukrainiens depuis l'existence de l'Ukraine indépendante. L'Ukraine indépendante à qui la Russie a subventionné depuis les 20 ans avec le prix de gaz très bas, avec le soutien de leur souveraineté, etc. Donc au moment quand c'est fini, c'est fini. Les Ukrainiens maintenant, ils pensent qu'ils sont occupés, etc. On va prouver que ce n'est pas le cas. Ulysse Gosset, question pour vous, Piotr Tolstoï. Oui. Lorsque Vladimir Poutine a annexé la Crimée en 2014, il était au seuil de sa popularité, il était vraiment très populaire en Russie. Aujourd'hui, avec cette guerre en 2022, une guerre qui n'est pas d'ailleurs appelée guerre en Ukraine aujourd'hui, en Russie officiellement, Poutine est en difficulté. Il n'a même pas pu se rendre au sommet du G20 pour représenter la Fédération de Russie. La Chine elle-même met en garde contre une perspective de guerre nucléaire qu'elle condamne. Quel est, à votre avis, aujourd'hui, le succès de Poutine dans cette aventure militaire qui est condamnée quasiment de façon universelle et qui fait craindre un retour de la guerre en Europe et pas simplement en Ukraine? Ulysse, merci pour votre question. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que quand vous parlez d'isolation de la Russie, d'isolation, affaiblissement de Poutine, etc., ça c'est une vision très occidentale. Lors de sommet de Vannes, Poutine n'a pas participé parce que, évidemment, il est président du pays qui mène une opération militaire, tandis que le ministre des Affaires étrangères a très bien discuté avec ses collègues chinois, d'Indonésie, Inde, etc. Donc, vous avez une vision de l'Europe occidentale, de petits morceaux de l'Europe géographiquement, qui pensent que c'est vous qui êtes le monde entier. Non, c'est pas ça. Poutine ne souffre pas, je vous assure. Poutine ne souffre pas et même ne pense pas à toutes ces idées de boycott et d'isolation de la Russie. Bien sûr, vous voulez l'isolation de la Russie, mais ce n'est pas le cas. Parce que aujourd'hui, mais vous ne pensez pas que Poutine aujourd'hui a des difficultés à faire accepter cette guerre contre un peuple frère, pour reprendre la propagande russe, contre les Ukrainiens qui il y a encore quelques dizaines d'années faisaient partie de l'ex-URSS? Est-ce qu'il n'a pas une difficulté à dire à ses compatriotes faites la guerre contre les Ukrainiens? Et est-ce que sa popularité n'est pas en berne? Et comment vous expliquez que le mouvement d'émigration vers
en dehors de la Russie, vers la Géorgie, vers l'Occident, soit le plus important depuis la révolution de 1917? Ulysse, je vous assure que la guerre, c'est une responsabilité et un devoir très dur pour n'importe quel leader de n'importe quel pays. Si par exemple la France va mener une guerre en Afrique, le président français sera aussi peut-être préoccupé par ça. Donc, mais ce qui concerne vos illusions sur la popularité de Poutine, je vous assure que son taux de confiance est même plus haut qu'au moment de retour de la Crimée en Russie. Et deuxièmement, ça c'est pas exact, c'est pas exact, c'est pas exact. Si. Et tous ces, vous parlez de l'immigration, donc des jeunes qui ont peur, et donc quelques dizaines de milliers de jeunes qui ont parti dans les pays voisins. Là, ils ont parti il y a quelques mois. La plupart d'entre eux essaient de retourner en Russie parce qu'ils n'ont pas trouvé les moyens pour continuer la vie en Géorgie ou à Kazakhstan. On parle plutôt de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et pardon, on a d'autres chiffres aussi, par exemple, sur ces Russes qui ont placé, ça ce sont des chiffres de la banque russe, qui ont placé de l'argent à l'étranger, ça s'envole aussi. On est à 30 milliards placés à l'étranger depuis le début de la guerre, visiblement par manque de confiance dans le système russe. Non, c'est les chiffres, malheureusement, pour les chiffres de la Banque centrale de placement des finances, les chiffres sont grands comme ça parce qu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité d'échanger l'argent en Russie à cause des sanctions occidentales. Donc ce chiffre est très grand, mais c'est pas les chiffres, c'est pas l'argent des gens, c'est l'argent des entreprises et l'argent qui les entreprises maintiennent à l'Occident pour payer les crédits et les taux d'intérêt sur les crédits. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, des centaines, des milliers, non. Vous n'avez pas les statistiques. Nous, on a vu tout le monde qui ont franchi la frontière. On a les statistiques. Il ne s'agit pas même d'une centaine de milliers. Donc, ça c'est les choses. Pardon, mais certains pays autour de vous donnent des statistiques qui dépassent les 100 000. Donc, mais les chiffres sont pas bons. Il faut les vérifier alors. Piotr Tolstoï, je reviens à Vladimir Poutine. On a ce soir ces déclarations de l'un des conseillers de Volodymyr Zelensky, Arestovitch, qui dit Poutine a peur pour sa vie. S'il perd la guerre, au moins dans l'esprit des Russes, ça veut dire que c'est la fin pour lui au sens politique et même possiblement au sens physique. Poutine a peur? À mon avis, il n'y en a aucune chance que la Russie perd la guerre. Je vous ai dit déjà ça dès le début. Donc, à mon avis, Poutine n'a rien à perdre et on n'a pas encore commencé cette guerre. On a juste commencé l'opération militaire spéciale en préservant les vies des civils, ce qu'on fait jusqu'à présent. J'espère que les coûts sur l'infrastructure énergétique ukrainienne vont amener les civils qui sont dans les villes, peut-être dans les villages. Et ça va leur sauver la vie quand les troupes russes vont entrer dans les villes. Donc ça, c'est un argument tout à fait, pour vous, peut-être nouveau. Mais, non, en tout cas, pardon, mais c'est pas la réaction que l'on voit et que nous décrivent nos reporters sur place quand ils interrogent les populations qui sont libérées, effectivement, de l'occupation russe, comme ça a été le cas à Kherson ces derniers temps. Bien sûr. Les reporters sur place ont déjà été privés d'accréditation à cause qu'ils ont pris les interviews avec les Russes qui ont regretté le départ des troupes russes. Alors les Ukrainiens avec la liberté de parole, excusez-moi, ça c'est vraiment... Là, je ne sais pas ce que vous parlez, mais simplement une chose, j'ai encore deux questions à vous poser, Piotr Tolstoï. On a bien compris ce soir que votre objectif militaire, ça reste la prise totale de l'Ukraine. Vous dites on ira à Kiev, on ira jusqu'à la frontière polonaise. Est-ce que vous pourriez franchir cette frontière-là? Est-ce que vous pourriez faire déborder cette guerre au-delà du territoire de l'Ukraine? Mais pour quelle raison? Donc vous dites non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous êtes visiblement, dans le discours que vous nous donnez ce soir, il y a visiblement de la haine contre les Ukrainiens, mais il y a aussi une opposition franche par rapport à l'OTAN, par rapport à l'Union européenne, dans les discours que vous nous avez donnés ce soir. Vous pourriez être tenté d'aller plus loin que les frontières polonaises, par exemple. Je souligne que c'est pas nous qui sommes en source de cette opposition. C'est l'OTAN, c'est l'Union européenne qui aujourd'hui envoie l'armement lourd en Ukraine,
qui tirent sur les villes russes, par exemple. Donc, c'est pas notre faute, c'est la vôtre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, dans toutes les guerres, il y a un moment quand il faut arrêter, mener les négociations, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment, à mon avis. Et vous inquiétez pas, on va pas entrer sur le territoire polonais. On va laisser les Polonais pour l'Union européenne. Ça serait fini plus vite avec les Polonais. Et donc, j'ai aucune haine à des Ukrainiens parce que moi, je suis moitié ukrainien et j'adore l'Ukraine. Kiev, c'est la ville où est né mon arrière-grand-père et je ne veux pas permettre à M. Zelensky et toute la bande autour de lui, ni aux Européens, d'occuper ma ville, Kiev. Donc, disons que vous avez une étrange façon de montrer l'amour que vous portez au peuple ukrainien. Alors, j'arrête là. Donc, il restait que 3 minutes, mais de toute façon, la question qui a été posée ensuite par le journaleux de BFM TV, de BFM TV n'est pas très intéressante. Donc, cette émission touche à sa fin. Je vais revenir sur un petit point justement que Tolstoï a dit vers la fin, c'est-à-dire qu'il a parlé du régime de Kiev et de Zelensky, du gouvernement de Zelensky. Et là, je remonte encore ce qui s'est passé donc en 2014, au printemps 2014, après le coup d'État à Kiev, qui s'appelle, dans la propagande occidentale, qui s'appelle l'insurrection populaire de l'Euromaïdan. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement de Kiev, avec Poroshenko comme président, le gouvernement de Kiev a décidé de mater les protestations qui avaient lieu donc dans l'est de l'Ukraine. Il a décidé de les mater par la force et par l'envoi de l'armée ou de bataillons de mercenaires ukro-nazis. C'est ça qu'il faut toujours, dont il faut toujours se souvenir, et c'est ça qui a causé le début du conflit dans l'est de l'Ukraine. Et quand Tolstoï dit que il se sent à moitié ukrainien parce que son grand-père est né à Kiev et qu'il ne veut pas que son pays, son pays dans l'âme, si vous voulez, dans le cœur, soit aux mains d'une bande d'ukro-nazis, eh bien, il faut toujours se souvenir que les gouvernements qui ont été mis en place en Ukraine, à Kiev, à partir du coup d'État de février 2014, ce sont effectivement des gouvernements qui se basent sur des bataillons et des groupes politiques ukro-nazis et d'obédience néo-nazie. Voilà. Et je ferai une émission aussi là-dessus, plus particulièrement. Alors, je vais terminer. Je voulais vous montrer aussi une photo symbolique parce que Tolstoï en a parlé à la fin du premier extrait. Si vous vous souvenez, il a dit que il y avait récemment, il avait vu un billet de monnaie aux États-Unis qui venait d'être frappé, d'être mis en circulation en commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie et l'axe Allemagne-Japon, fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il a dit que dans ce billet de monnaie, eh bien, il y avait les drapeaux des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, mais il n'y avait pas le drapeau soviétique. Et ça m'a marqué parce que c'est justement un exemple de la falsification de l'histoire. Tout à l'heure, j'ai affiché un commentaire qui disait que en France, beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de la Russie et l'histoire de France non plus d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui m'a semblé important de rappeler parce que moi c'est quelque chose que j'ai appris dans mes recherches depuis février 2022. En fait, si la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée, c'est premièrement grâce à l'armée rouge, parce que 85% de l'armée de l'Allemagne nazie a été battue sur le front de l'Est par l'armée rouge. Et puis, il y a eu aussi effectivement l'effort de guerre industriel énorme des États-Unis d'Amérique, qui, je le rappelle, n'avaient pas de guerre sur leur sol. Donc ça, c'est une photo que je voulais mettre justement pour terminer, pour montrer la place immense de l'Union soviétique, des combattants de l'Union soviétique, de l'armée rouge, mais aussi des femmes et des hommes qui faisaient partie des partisans. Donc les partisans, c'est un peu comme la résistance en France. Donc ce drapeau, cette photo symbolique, c'est une photo donc qui a été prise
lors de l'arrivée de l'armée rouge à Berlin. Et donc, c'est un jeune photographe russe qui a pris cette photo avec 3 soldats qui avaient hissé le drapeau de l'Union soviétique sur le toit du Reichstag. Voilà. Donc, je voulais terminer avec cette photo symbolique pour ne pas oublier justement la place de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale et dans l'histoire de l'Europe, et pour ne pas oublier non plus la place de la Russie, de la Fédération de Russie actuellement dans le continent Eurasie. Alors, pour terminer, eh bien, je vais vous remontrer, puisque j'ai eu un commentaire qui disait que Donbass Insider, c'était quelque chose d'intéressant. Donc, je vais vous remontrer les 2 sites que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, il y a Donbass Insider, le site Internet qui est fait par la journaliste française qui s'appelle Christelle Néant. Donc, c'est vraiment un site très intéressant avec des analyses, avec des traductions, avec des vidéos. Et puis, l'autre site dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est le site de la chaîne franco-russe, de la chaîne du dialogue franco-russe. Alors, attention, il faut que je la remontre là. Partager l'écran, voilà. Et le dialogue franco-russe, la chaîne YouTube. Voilà. Et là, je vous conseille vraiment d'aller regarder toutes les vidéos qui sont présentées dans cette chaîne, parce que elles sont, moi j'en ai déjà écouté une dizaine, et elles sont vraiment très très intéressantes. Voilà. Donc vraiment, cette chaîne YouTube du dialogue franco-russe, elle va vous donner des dizaines d'autres voix dissidentes pour vous montrer que la Russie, la Fédération de Russie, le gouvernement de Russie, dans l'opération spéciale en Ukraine, n'est absolument pas ni l'agresseur, ni un gouvernement sanglant qui tue de pauvres Ukrainiens qui n'ont aucune responsabilité. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Oui, il faut que j'arrête l'écran. Voilà, donc je vais vous laisser. Alors, écoutez, franchement, je vous remercie des commentaires qui sont apparus parce que j'avais un trac fou, mais vraiment un trac monumental en commençant cette émission. Donc, je suis très contente si ça vous a plu, et je projette d'en faire d'autres. J'ai déjà sélectionné une quinzaine de personnalités francophones pour vous donner ces voix dissidentes. Je ne sais pas du tout si je pourrais faire une émission chaque jour parce que ça demande beaucoup de préparation. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis contente d'avoir sauté dans l'eau, d'avoir plongé dans le bain. Et je vous laisse en compagnie de Lilou, bien sûr, qui va commencer son apéro. Et pour terminer, je vais remettre le générique de début, c'est-à-dire l'hymne national de la Russie. Donc, à très bientôt, peut-être à demain, je ne sais pas encore, mais en tout cas, à très bientôt pour d'autres voix dissidentes. Au revoir. Yeah.